20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. l'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée par Justine Vignot et Émilien Vinet, comme chaque soir. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et nous allons, avec mon invité, Agnès Naudin, pour Marc-Olivier Fogiel, je précise donc la capitaine, Agnès Naudin, qui travaille au sein d'une brigade de protection de la famille dans la grande région parisienne, on va dire, sans la situer plus que cela. Eh bien, avec elle, nous allons vous emmener en immersion au sein d'un service de police qui est très mal connu, mais qui en même temps est apprécié de la population. Bonsoir, Agnès Naudin. Bonsoir, Jacques. Oui, il y a un côté très positif pour la population. On sait que les policiers qui travaillent dans ces brigades de protection des mineurs et de la famille sont vraiment là pour sauver la veuve et l'orphelin. Oui, on fait partie de ceux qui sont aimés, nous, par la population. Voilà, exactement. On peut le dire Alors, comme ça. la raison de cette invitation, c'est parce que vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi un document, je dirais, exceptionnel, passionnant, Affaires de famille, avec ce sous-titre Immersion au sein d'une brigade spéciale. Et vous racontez tout simplement votre quotidien, et c'est un quotidien à la fois qui a peut-être des correspondances, vous allez me le dire, avec certaines fictions ou certaines séries de télévision, mais en même temps la réalité là aussi dépasse totalement la fiction. Pourquoi avez-vous décidé de raconter ce quotidien au public ? Parce que je pense que ça fait partie, c'est un support comme un autre, le livre, qui permet de parler de sujets de société qui sont pour moi importants, dans lesquels on vit tous les jours et que la population et la société n'a pas forcément connaissance. Et je pense que c'est dommage qu'elle ne le sache pas, parce que ça fait partie des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Oui. Et évidemment, votre quotidien, ça peut être des viols, ça peut être l'inceste, ça peut être des différentes maltraitances, des violences sur les enfants. Des violences sur les enfants. Bon. Dans l'intrafamilial et aussi dans tout le milieu institutionnel. Donc tout ce qui est les écoles, les prêtres, ça peut être... c'est souvent plus les écoles, oui, bien sûr. Essentiellement. Et donc, vous dites que quand vous êtes invité à dîner chez des amis, etc., vous parlez pas trop de votre quotidien, mais il y a une curiosité des gens, et on vous dit toujours « Oh là là, ça doit être dur comme métier ». Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là ? Généralement, je reste assez évasive pour pas répondre à la question. Et maintenant, parce qu'on me la pose assez souvent, je réponds que je suis pas maîtresse. Oui. Parce que pour moi, ce serait un enfer de vivre dans une école avec plein d'enfants. Oui. Mais donc, vous dites, si je dis non, c'est pas dur à vivre, alors vous êtes insensible. Et si vous dites oui, qu'est-ce qu'on va penser ? Si je dis oui, je leur mens, parce que c'est pas le cas. C'est pas, dans le quotidien, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très difficile à vivre. Sinon, je le ferais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Mais justement, peut-être pour expliquer tout cela, dans ce livre, Affaires de famille, on va parler d'un certain nombre d'affaires que vous évoquez dans le livre. Vous parlez aussi de vous et de votre vie de mère célibataire, parce que avec ce quotidien qu'on vient d'évoquer, c'est quand même difficile de tourner la page et de mettre son mouchoir par-dessus le soir à 20h quand on rentre à la maison. Alors, si on rentre à 20h à la maison. Si on rentre à 20h à la maison. J'ai décidé. L'éditeur m'a demandé si je pouvais intégrer des éléments de ma vie personnelle. Oui. J'ai accepté de le faire parce que justement, je voulais montrer aussi que les policiers sont des hommes, des femmes, avec leurs problèmes, leur famille, voilà exactement, leur organisation, comme tout le monde, et que ça s'entremêle dans le quotidien. Donc, on a les affaires de la famille des autres, nos histoires à nous en parallèle, et que il faut vivre avec ça. Dans le quotidien. C'est une vocation pour vous. Est-ce qu'on choisit de travailler dans une brigade spéciale de protection de la famille, ou est-ce qu'on est choisi ? Non, je pense que on n'intègre pas une brigade comme celle-ci si on n'en a pas envie. C'est quand même un milieu qui est particulier. Oui. Vous avez passé plusieurs années à la police de l'air et des frontières, oui. Je crois. Oui, mais c'était encore une fois, c'était aussi de l'humain.
Alors soit c'était parce qu'il y avait beaucoup d'effectifs à gérer, ou alors c'était l'éloignement des étrangers, donc ça reste encore de l'humain. Et parmi les étrangers, il y avait des enfants. Exactement. Mais là, c'était la difficulté, elle n'était pas juste liée au fait que c'était des enfants. C'est, je pense, le contexte migratoire qui fait que c'est un sujet qui est sensible. Et après, quand j'ai voulu partir dans le judiciaire, donc la volonté, c'était de partir dans le judiciaire, et j'ai choisi les mineurs, mais j'aurais pu choisir les mœurs, j'aurais pu choisir les stupes, voilà, plus largement. Non, je voulais pas les stupes. Ah, vous le vouliez pas? Non, parce que justement, tout ce qui est stupéfiant, anti-cambriolage ou ce genre de choses-là, ça traite moins l'humain, et voilà, il y a moins le ressort psychologique. C'est l'humain qui vous intéresse. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que généralement, tous ceux qui rentrent dans ces brigades-là, ils ont cette volonté-là. Et généralement, ceux qui font du stup nous disent régulièrement, je sais pas comment vous faites pour entendre ça toute la journée. Et moi, je leur dis, mais moi, je sais pas comment vous faites avec les vôtres, parce que ça m'intéresse pas non plus. Alors, on va parler de ce que vous faites, mais avant, je disais qu'il y a un a priori extrêmement favorable de l'opinion sur votre travail, parce que vous êtes là pour protéger les familles et les enfants et les adolescents. On parlera tout à l'heure pas mal des adolescents, parce que une chose est de les protéger, une autre chose est de pouvoir faire son travail, une enquête, et pour cela il faut interroger des enfants et des adolescents, et lire ce que vous avez écrit là-dessus, c'est pas toujours facile. Il y a un film, je crois, qui a fait beaucoup de bien à votre type de métier. C'est le film de Mewen avec Karine Viard, Joe Star, Marina Foïs, qui s'intitulait Police, qui s'intitule d'ailleurs toujours Police, qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes 2011. Et je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce de ce film. Il a fait quoi, ton papa? M'a gratté les fesses. Ouais, tu pourrais demander si t'es en dessous ou au-dessus du pyjama. Ok. Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe. Donc je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise. Je vais peut-être pas vous faire tout de suite du viol ou du pédo. Soit tu nous dis qu'il t'exploite, soit tu dis rien, puis dans un an, comme t'es plutôt mignonne, il te fout sur le trottoir, tu fais la pute. Regardez Mina, police. Ils sont où les enfants? Dehors. Rassure-le. Allez, viens. Juste d'avoir prendre des photos clic-clic-clac, là, juste quand il y a des mômes qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça. Police, bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Vous secouez souvent? Bah oui. Et comment vous expliquez que votre premier enfant, il a toujours été calme le soir et pas le deuxième? En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Alors, on est dans une fiction, mais dans la réalité, c'est pire, c'est différent. Non, je trouve que Mewen, elle a traité le sujet de façon très juste. Donc tous les sujets qui sont traités dans son film, on les retrouve dans nos brigades. La seule différence, je pense, c'est plus par rapport aux personnages. Voilà, tous les flics qui sont dans cette brigade-là. Je trouve que leurs caractères sont très exacerbés, et je pense que si j'avais une brigade comme ça, ce serait compliqué dans le quotidien. Enfin, quand même, dans votre service, on se donne des surnoms. C'est une tradition de la police. Comment on vous appelle ? Réponse. Réponse. Oui. Oui, parce que vous parlez d'un de vos collègues qu'on a surnommé Gusto, parce que, mais je veux dire, je le dis pas pour plaisanter, parce que il y a une histoire derrière, et il faut comprendre ça aussi, et c'est un des mérites de votre livre de nous faire comprendre ça. Cet homme a perdu le goût pendant quelques jours. Voilà, parce qu'il avait vu un film pédopornographique, et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup choqué. La plupart des prénoms qui sont dans le livre, c'est eux qui les ont choisis. Et donc lui, quand je lui ai demandé comment il voulait s'appeler, c'est ce prénom-là qu'il m'a donné. Et voilà, l'histoire, je la connaissais, donc je trouvais que c'était quelque chose qui était important de raconter de temps en temps dans ce qu'on vit. Il y a des choses qui sont très difficiles et où le corps va réagir de façon assez inattendue. Et voilà, c'est une réaction physique suite à un élément, là pour le coup, traumatique. Alors on va faire une première pause dans cette émission, et ensuite on va aborder une des histoires que vous racontez dans votre livre. C'est une histoire de bébé secoué, une histoire très triste parce que le bébé secoué en est mort. Terrain, le quotidien au sein d'une brigade spéciale de protection de la famille, et bien évidemment donc des mineurs, des enfants, voire même
des bébés. Et Agnès Naudin, qui est mon invitée ce soir, raconte dans son livre Affaires de famille, dont on parle parce que c'est un document, comme je disais au début de l'émission, qui, à mon avis, est vraiment... je vous recommande de lire ce livre pour que vous compreniez, et ça vaut mieux que beaucoup de dessins, c'est le récit à la première personne, c'est une immersion, comme le dit votre sous-titre, mais c'est un témoignage, c'est pas une immersion de journaliste, c'est une immersion d'une professionnelle, mais qui nous fait, et je crois que c'est un cadeau, le cadeau de nous dire comment ça se passe vraiment sur le terrain. Les bébés secoués, c'est terrible parce que on en parlait hors micro. Les derniers chiffres qu'on a datent de quelques années, mais on nous parle de plus de 200 bébés secoués chaque année en France. Il y a beaucoup de décès évidemment dans ces affaires-là, et ce sont des affaires que votre brigade a traitées. Avant de parler de l'histoire particulière que vous racontez, je voudrais simplement qu'on écoute un document RTL. Ce document ce document remonte à quelques jours, le 19 septembre dernier. Non pas le 19 septembre dernier, c'est un document plus ancien en fait, à propos donc d'un rapport de la haute autorité de la santé, attirant l'attention évidemment sur ce phénomène-là. Tony Cousin raconté dans RTL Matin les tenants et les aboutissants de ce problème vraiment très important. Dans 70% des cas, c'est un homme qui secoue le bébé, souvent le papa, exaspéré, épuisé par les pleurs de son enfant, la plupart du temps un petit garçon de moins de 6 mois. Les conséquences sont dramatiques, explique le docteur Anne-Laurent Vanier. Il s'agit d'un geste d'une extrême violence qui peut tuer dans 11 à 40% des cas. Et il faut savoir qu'une fois suffit à entraîner cette mort ou ces séquelles pour la vie entière. Il est donc essentiel d'informer les parents sur les risques encourus. Mireille Natanson, pédiatre et spécialiste des questions de maltraitance. Un enfant qui pleure, essayez de le calmer par les moyens habituels. Le prendre dans les bras, lui donner un biberon ou le sein. Si ça ne marche pas, soit passer la main à quelqu'un d'autre. Ou bien si vraiment on est tout seul, le mettre dans son lit, sur le dos, s'assurer qu'il n'a pas de fièvre, et puis sortir. Capitale également la sensibilisation des médecins. Cédric Grouchka est membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Le secouement se répète. Il est extrêmement important que les professionnels puissent faire le diagnostic pour éviter justement les récidives. On a 50% de récidives. Des professionnels qui devraient à l'avenir plus systématiquement relayer ces messages de prévention dans les maternités. Alors Agnès Naudin, le téléphone sonne un jour dans votre service et puis il est question d'un bébé qui est mort alors qu'il était gardé par une nounou et que ses parents étaient partis, je crois, travailler. Pourquoi vous êtes saisi de cette affaire-là particulièrement ? On a signalé le décès d'un bébé et donc votre service est actionné par la justice, par les magistrats. Là, en l'occurrence, il était décédé la veille. Oui. Donc, nous, on n'est pas intervenu tout de suite. On a récupéré l'affaire de Paris, puisque l'enfant est mort à Necker. Et on l'a récupéré, effectivement, le lendemain. Maintenant, quand un enfant décède sur mon territoire, on va l'appeler comme ça, on est systématiquement averti si les médecins urgentistes suspectent une mort d'un bébé secoué. Parce que vous allez apprendre très rapidement que, en fait, ce bébé était gardé par une nounou, et puis que la nounou affolée a appelé les secours, les parents, en disant mais l'enfant fait des convulsions, je comprends pas ce qui se passe, etc. Et quand les services de secours arrivent, c'est trop tard, le bébé est décédé. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, il y a suspicion de quelque chose. Ça peut être oui, parce que là, en l'occurrence, il a convulsé. Donc, à partir du moment où il convulse, c'est qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Et s'il y a un problème au niveau du cerveau et qu'il n'y a pas de traces sur le visage ou sur le corps en règle générale, c'est que c'est à l'intérieur. Et si c'est à l'intérieur, c'est qu'il a probablement été secoué. D'accord. Et donc, on fait des radiographies qui vont vous donner, en fait... Il n'y a pas de mystère. Pour vous, vous savez ce qui s'est passé. Le bébé a été secoué parce qu'il y a un hématome sous-dural qui est mis en évidence par les médecins. Oui. Alors, le problème policier, si j'ose dire, c'est comment ça s'est passé. Est-ce que c'est la nounou ?
est-ce que ce ne sont pas les parents? Vous êtes obligé de vous poser cette question également? Oui, on se la pose tout de suite. Là, en l'occurrence, l'autopsie avait eu lieu avant qu'on auditionne qui que ce soit. Oui. Donc la réponse a été assez immédiate, en tout cas pour nous. Maintenant, l'autopsie, elle se fait pas forcément immédiatement. Et dans ces cas-là, on va entendre la personne qui était présente en premier. Qui raconte comment ça s'est passé. Exactement. Voilà. Et souvent, le problème qu'on a dans les bébés secoués, c'est que la nourrice, par exemple, elle ne peut pas ignorer au moment où elle le fait qu'elle est en train de le secouer. Le temps qu'elle réagisse, et qu'elle va pas forcément avoir le bon réflexe tout de suite d'appeler les pompiers ou autre. Et là où il va avoir une perte de temps qui est bien évidemment non négligeable pour la vie de l'enfant, c'est toutes les informations qu'elle va donner en essayant de travestir la vérité et qui vont mettre les médecins, mais tout de suite ils vont l'avoir à l'oreille parce que eux ils savent qu'en fonction du discours et de l'état de l'enfant, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est souvent eux déjà qui nous mettent la puce à l'oreille en nous disant le discours est pas très cohérent. Et là en l'occurrence donc vous entendez le père, puis la nourrice, et cette nourrice vous allez très vite comprendre, parce que la personne qui l'interroge lui tend des perches quand même pour qu'elle l'avoue en fait. Vous êtes sûr que tout s'est bien passé? Alors elle va dire oui, le bébé s'est peut-être cogné la tête, il était dans un parc, le parc s'est effondré, peut-être il s'est fait mal au crâne, mais il n'y avait pas de bosse, donc et elle ne dit pas je l'ai secoué. Non, mais parce que elle l'avoue pas, elle l'avoue pas tout de suite. Nous, on le sait dès le début, puisque de toute façon, l'autopsie ne laisse pas de place au doute. D'accord. Donc, même si elle n'avait pas avoué, ça n'aurait rien changé. D'accord. Voilà. Vous, ce que vous vouliez savoir, nous, on l'amène parce que bien évidemment, quelqu'un qui va reconnaître avoir fait quelque chose, plus tard pour la justice, le fait d'avoir avoué, ça ira. Potentiellement plus en sa faveur si elle le dit. Voilà. Et si c'est vraiment un accident et c'est pas quelqu'un qui a fait un acte de maltraitance volontaire. Parce que là, non, c'est pas possible ça en fait. Alors, c'est pas possible. Elle l'a nécessairement secoué parce que si c'est un accident ou que on en retrouve des traces sur le corps, là il y en a pas. Donc elle a nécessairement été secouée. Cet enfant. Exactement. Après, la plupart des cas qu'on a ne sont pas des nourrices qui sont maltraitantes de façon habituelle. Les parents, non. Les parents, ça dépend. Mais en tout cas, celle que j'ai traitée, c'est plus un pétage de câble à un moment donné. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de la difficulté de ce métier et de l'implication de la vie personnelle dans les activités professionnelles. Enfin, vous êtes mère d'un enfant, vous êtes confronté à ça. Ça crée des émotions très fortes. Si on vous lit, quand vous racontez cette histoire, on sent aussi votre émotion derrière. Et puis ce qui se passe après, c'est-à-dire que vous allez envoyer un mail au père le jour de l'enterrement de l'enfant. Oui, c'était la première fois pour moi. C'est très difficile à digérer ce genre de choses. C'est compliqué de le vivre, c'est compliqué de trouver les mots justes, c'est compliqué d'être dedans et pour autant de rester. J'ai pas, peut-être que j'ai manqué de distance par rapport à ça. J'ai pas réussi à rester en dehors. En même temps, professionnellement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Voilà. On comprend. Une pause tout de suite, et puis on va parler d'une autre histoire. Alors là, on va monter vers les sommets dans une histoire extrêmement complexe, mais qu'on va vous raconter en détail avec Agnès Naudin. Et l'invitée de l'heure du crime ce soir, Agnès Naudin, elle vient de publier aux éditions du Cherche Midi Affaires de famille, affaires au pluriel bien sûr, immersion au sein d'une brigade spéciale. Elle travaille effectivement comme capitaine de police au sein d'une brigade de protection de la famille, et on en a eu
évidemment un écho il y a quelques instants en parlant d'une des affaires que vous racontez dans votre livre, cette affaire de bébé secoué, parce que moi qui m'a beaucoup touché, parce que en même temps on voit la nécessité évidemment de faire une enquête de police, de savoir ce qui s'est passé, de déterminer les responsabilités, quitte évidemment à soupçonner, mais ça c'est un incontournable de votre profession, quitte après on ouvre la porte mais on espère qu'on va pouvoir la refermer. On passe notre temps à fermer les portes. Bah oui, voilà, les parents totalement évidemment innocents de toute maltraitance, et une nounou qui a effectivement pété un plomb, comme vous disiez, qui a secoué un bébé sans peut-être avoir conscience que ça allait déboucher sur un drame, mais une fois que le drame était là, évidemment elle ne l'a pas avoué immédiatement. Il y a une autre histoire que je voudrais absolument aborder avec vous ce soir, qui va nous montrer d'ailleurs que on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants, ni des adolescents. Et je vais vous laisser raconter cette histoire sans vous poser de questions particulières, pour une question très, très ouverte finalement. On vous signale qu'une jeune fille, une très jeune fille de 11 ans, qui est supposée avoir 11 ans, elle accuse son beau-père de l'avoir violée. Et on va s'apercevoir que cette petite fille de 11 ans est également enceinte de 7 mois. Alors, racontez-moi comment vous prenez cette affaire, comment elle vous arrive et où elle va vous entraîner. Alors, ça part d'un signalement de l'école qui dit avoir reçu les parents le matin, et où la jeune a fait des révélations en disant que son beau-père l'avait violée. Et effectivement, elle est enceinte de 7 mois. Donc, une petite africaine, c'est important aussi pour des raisons dont on parlera plus tard sur le contexte culturel d'un certain nombre de choses. Et donc, quand je suis arrivée à l'école pour aller la chercher, puisque c'est une enfant en danger, donc il va falloir la placer dans une famille d'accueil. Et quand je suis arrivée dans l'école, j'ai vu une jeune fille, un peu plus grande que moi. Je fais 1m72 pour préciser, très jolie. Effectivement enceinte, alors de 7 mois, ça se voyait pas, mais bon, elle avait quand même un ventre assez rond. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas pour moi, elle n'avait pas l'air d'avoir 11 ans du tout. Ouais. Et effectivement, pour avoir travaillé à la police aux frontières pendant un certain nombre d'années, je sais que la politique migratoire, qui est celle d'accepter pour le regroupement familial les enfants de moins de 13 ans, on a régulièrement des jeunes filles qui arrivent avec des papiers dans lesquels elles ont 11, 12 ans, alors qu'en réalité, elles en ont plus. Ouais. Donc, je me suis douté qu'on était dans ce genre de configuration-là, en tout cas. Ouais. Et donc, on l'a récupéré. On n'a jamais réussi à trouver le beau-père tout de suite. Il est parti un certain temps ailleurs. C'est-à-dire qu'elle vit dans une famille avec il y a d'autres enfants, qui sont là. Ouais, et elle raconte effectivement avoir été violée à plusieurs reprises, par le beau-père qui lui niera tout en bloc. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors le beau-père, il a disparu. Vous êtes, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de... Il est revenu après. Oui, il est revenu après. Apparemment, quand il a fini par revenir pour s'expliquer. Voilà. Mais là, parlons de vos relations avec cette adolescente. Vous allez avoir la certitude assez rapidement qu'elle n'a pas 11 ans quand même. Non, ça je le sais au moment où je la vois. Vous le savez, ça. Et donc après, effectivement, c'est tout le dialogue que vous avez avec elle, c'est pour essayer de comprendre. Est-ce qu'elle se venge en désignant son beau-père pour une raison X ou Y de l'avoir violée ? Mais en même temps, elle est enceinte. Vous refaites toute l'enquête sur tous les jeunes, parce que évidemment, vous avez accès à son univers, qui est un univers avec les réseaux sociaux, avec les relations qu'elle peut avoir avec tel ou tel adolescent vivant près de chez elle ou pas près de chez elle. Vous cherchez le père, quand même. On l'a cherché au début. Comme on ne l'a pas trouvé, on se doutait bien qu'il allait revenir, puisqu'il avait quand même d'autres enfants au domicile, lesquels enfants étaient placés en attendant qu'il revienne. Oui. Donc je pense que sa femme, c'est même pas je pense, je suis sûre, a fait pression sur lui pour qu'il revienne, et il a fini effectivement par revenir. Et donc c'est à ce moment-là qu'on l'a attrapé. Ce qui a été compliqué avec la jeune dès le début, c'est que le plus gros secret qu'elle avait à cacher, c'était justement
sa non-minorité, ou en tout cas le fait qu'elle n'avait pas 11 ans, et que la famille dans laquelle elle était, celle qui était supposée être sa mère, était en réalité sa demi-sœur, et que je pense que la plus grande frayeur qu'elle avait, c'était qu'on découvre ça et qu'on la renvoie dans son pays. Ouais. Donc forcément, quand on a le plus compliqué avec les adolescents, c'est que ils vont mentir sur des choses qui pour nous sont pas importantes, qui pour eux le sont, mais où ça va complètement décrédibiliser le discours. Et ensuite derrière, quand on va lui poser tout un tas de questions, eh ben on va avoir du mal à prendre entre guillemets pour argent comptant tout ce qu'elle va nous dire, parce qu'on sait qu'il y a certaines choses sur lesquelles elle ment, et même si on la met en défaut dessus, elle continuera de le nier jusqu'au bout. Et elle, en l'occurrence, effectivement, dans la façon dont elle relatait les choses, elle parlait pas beaucoup, voire même très peu, donc il fallait vraiment aller la chercher dessus sans arrêt, et donc ça a été difficile de travailler. Il y a d'autres ados avec lesquels c'est plus simple, voilà, où la parole est plus facile. Oui, enfin vous dites que les ados vous énervent, hein ? Oui. C'est vrai, carrément. C'est pas qu'ils m'énervent, en fait. Je pense que je suis plus énervée par le fait que j'ai du mal à les comprendre, et que ça va me demander un vrai effort de compréhension, d'adaptation du vocabulaire, de la situation, d'essayer de trouver ce qu'ils font, une certaine logique. Et souvent, c'est pas évident. Bon, je reviens à l'histoire là en question du viol du beau-père. C'est très important de faire la vérité sur la chose, parce que judiciairement, s'il y a viol, c'est une condamnation très très lourde. S'il y a consentement, parce que lui vous dit que elle était consentante et qu'elle n'a pas 11 ans d'ailleurs, etc. Et qu'elle regarde des pornos tout le temps. C'est autre chose. Alors, je vous propose, on fait une pause et puis on va continuer à raconter cette histoire parce qu'elle le mérite vraiment, avant de continuer à parler de votre univers et du terrain sur lequel vous exercez vos compétences. Alors là, on est vraiment en immersion dans le travail quotidien de terrain d'une brigade de protection de la famille. Agnès Naudin nous rappelle que en fait, c'est un signalement de l'école au départ. Cette petite fille supposée avoir 11 ans dit qu'elle a été violée à l'école. C'est pour quelle est la raison pour laquelle vous avez un signalement ? Parce que l'école s'aperçoit qu'elle est enceinte, ou parce qu'elle a parlé de viol ? Non, parce que le matin, elle se présente à l'école avec sa supposée mère, et que la mère explique qu'elle a découvert que sa fille était enceinte, et que à l'occasion de plusieurs discussions qu'ils ont eues dans la famille, elle a commencé au départ par dire que c'était son petit ami, après elle a dit que c'était quelqu'un d'autre, et pour arriver finalement à dire mais en fait c'est son beau-père. Ouais. Et donc la mère vient le matin à l'école, son mari, avec le beau-père d'ailleurs, voilà, son mari, et voilà. Et donc la directrice reçoit tout ce petit monde, et voilà, et nous appelle après derrière et fait un signalement. Ils ont l'obligation de le faire. Voilà, quand il y a des agressions, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. C'est automatique. Et à ce moment-là, vous, en tant que policier, votre service, parce que c'est pas des enquêtes solo, en fait, il y a tout un service. Vous êtes plusieurs à travailler sur une affaire. Oui, 2. Oui, on travaille en binôme, voilà. Et après, après, dès qu'on a besoin d'être plus que ça, tout le monde. Vous pouvez avoir, voilà, notamment pour vous raconter aussi quand on cherche quelqu'un dans une cité ou ailleurs. Bref, là, on fait appel à d'autres services. On n'y va pas tout seul, voilà, parce que vous l'avez cherché quand même pas mal, cet homme qui avait disparu. Toute une soirée déjà, voilà. Le lendemain aussi. Et donc, cet homme va finir par... Alors vous, il faut que vous entriez dans un univers que vous ne connaissez pas. Ça fait partie de votre métier aussi. Cette famille africaine, où vous allez vous apercevoir petit à petit que la mère n'est pas la mère mais la sœur, que finalement personne ne dit vraiment la vérité, que la principale intéressée n'est plus capable de dire... Quand vous l'interrogez et que vous lui dites « mais tu as été violée ou pas, ou tu étais consentante ?» « Non, je voulais pas. » Donc, elle répond d'une certaine manière à votre question. Qu'est-ce qu'elle veut ? Parce qu'elle est enceinte de 7 mois. S'il y a viol, il peut y avoir un avortement thérapeutique, c'est ça ? Parce que tout le contexte de l'histoire, tout ce que vous avez, vous, dans la tête en traitant cette histoire, c'est ce qu'on est en train de dire, là.
Donc c'est important pour vous d'essayer de démêler le vrai du faux. Oui, de démêler le vrai du faux. Et on a souvent aussi un problème, par exemple, de vocabulaire. Dans les familles africaines, ils s'appellent tous tata ou tonton. Oui. Ok, pour moi, la tata, c'est une tante et le tonton, c'est un oncle. D'accord. Là-bas, c'est pas du tout ça. Code. Et donc, du coup, on essaye de remettre en place, situer un peu les gens et de savoir à qui elle a dit quoi. Oui. Et en fait, c'est jamais très clair. Oui. Et donc, on est obligé de décoder tout le temps. D'accord. Et après, dans l'audition de cette jeune fille, pour essayer de comprendre la situation, essayer de comprendre ce qui s'est passé ou dans les faits, effectivement, on a besoin de détails. Parce que dans ces histoires-là, ça n'est quasiment que tout le temps la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et donc, il y a un interrogatoire très cru, qui peut paraître très cru, parce qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont pour voir d'abord si le discours est cohérent, si ça peut correspondre à une réalité ou pas. C'est exactement. Ça, et voilà, dans cette histoire-là, la cohérence a été difficile à mettre en lumière. D'accord. Voilà. Alors cet homme, il arrive finalement, il prend un avocat, il se rend à une convocation, parce qu'il a été convoqué devant le juge pour enfants pour récupérer ça. Le juge pour enfants, et il sait ou il ne sait pas que vous allez le mettre en garde à vue derrière. Il le sait. Ouais. Oui. Et là, lui, il est très tranquille. Lui, il le sait parce que... il est tranquille parce qu'il sait. Oui. Ce qui va se passer, qui va être mis en garde à vue, et puis ce qui va suivre derrière. Ouais. Alors, ce qui va suivre derrière, je laisse évidemment à vos lecteurs le soin de découvrir en lisant le livre. Mais j'ai d'autres questions à vous poser. Tout à l'heure, on disait, c'est une vocation, quoi, finalement, de faire ce métier-là. On le fait pas, on n'intègre pas une brigade comme celle-là par hasard. Mais en même temps, comment on est formé ? Comment on se forme ? Parce que c'est pas rien d'interroger. Déjà, on est formé en école sur les techniques d'audition en règle générale, et plus spécifiquement sur cette matière-là, on a tout un cursus qu'on appelle le cursus mineur, avec plusieurs modules dans lesquels on va apprendre tout ce qui est l'audition et le recueil de la parole de l'enfant. Donc là, il y a c'est quasiment une semaine où c'est que de la psychologie. Comment fonctionne un enfant, comment est-ce qu'il parle, quels sont les mots qu'il va utiliser. Tout ça, c'est un peu en théorie, après il faut le vivre sur le terrain. Non, mais en pratique aussi, parce que quand on est en formation, ils nous font faire plein de simulations dans lesquelles on imite des enfants, là on fait des plastrons, on échange et où on apprend justement à le faire. On fait exactement la même chose sur l'audition des mises en cause. On a aussi, alors moi j'ai suivi le cursus sur le stress dans ces brigades-là aussi pendant une semaine. Le stress de qui ? Comment gérer le stress dans ce type de service et dans ces équipes-là. Parce que des situations stressantes, on a envie... Oui, il n'y a que l'embarras du choix. Voilà, exactement. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on est formé, alors pas avant de rentrer dans la brigade, mais une fois qu'on y est, on y a accès. Et j'ai fait aussi un autre stage sur un nouveau protocole qui s'appelle le protocole NICHD, qui est un protocole canadien. C'est-à-dire on revoit complètement la technique d'interrogatoire ou d'audition d'un témoin ou d'un mis en cause pour obtenir le plus possible d'informations fiables, quoi, en fait. Alors, c'est pas le protocole niche, c'est vraiment pour les entretiens avec les enfants. D'accord. Parce que les témoins, généralement, après, suivant l'âge, on s'adapte, mais ça reste quelque chose d'assez classique. Le protocole qui est en train d'être mis en place, c'est un protocole canadien, qui est un vrai cadenas, et dans lequel on va poser les questions le plus ouvertes possible pour laisser l'enfant parler. S'exprimer, et puis ensuite de séquencer son témoignage. Enfin bon, ça, après, on entre dans une question technique. C'est ça. Mais donc, on est tout ça pour dire qu'effectivement, pour répondre à votre question, on est formé à ça, on a un accès à ces formations-là. Et c'est important. Et elles sont, moi, je trouve qu'elles sont bien faites parce qu'il y a une partie théorie, il y a la partie de la psychologie, il y a des intervenants aussi qui viennent, que ce soit des psychiatres, des psychologues, et il y a beaucoup de simulations. C'est fatigant, la simulation, mais voilà, c'est... exactement. Une pause, tout de suite, et puis ce sera la dernière partie de l'émission. On parlera d'une autre histoire que vous racontez dans votre livre. Et l'invité de l'heure du crime, Agnès Naudin, le
la capitaine Agnès Nodin. Je pense toujours à Marc-Olivier Fogiel qui avait envie de vous nommer par votre titre. Affaires de famille, c'est le livre que vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi. Une immersion, comme le dit le sous-titre, au sein d'une brigade spéciale. Cette brigade spéciale, sa spécialité, c'est la protection de la famille et des mineurs, bien entendu, des adolescents et des beaucoup plus petits. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des techniques d'audition. Il y a également, pour entendre les jeunes enfants, ce qu'on appelle une salle Mélanie. On fait des entretiens dans la salle Mélanie. La salle Mélanie, c'est une salle dans laquelle on a recomposé un univers d'enfants avec des jeux, avec des livres, avec des affiches. Voilà, il y a des canapés à taille miniature. D'accord. Ouais. Et donc généralement, on les utilise jusqu'à 13 ans à peu près. Au-dessus, c'est un cadre où l'enfant va se sentir à l'aise, bien. Voilà, exactement. Pour le mettre en confiance. Pas épinglé sur le mur, etc. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc on est deux pour faire les entretiens. Il y en a un qui pose les questions et l'autre qui note les réponses. Et comme ça permet de passer, de ne pas oublier des éléments. Ouais. Et quand on mène l'interrogatoire ou l'audition d'un enfant, l'entretien, oui, mais enfin bon, après vous le faites dans le cadre d'une enquête et vous devez obtenir des informations pour savoir. Parce que vous savez, vous dites, on en parlait hors micro, vous disiez Outreau, bon c'est vieux maintenant, mais enfin ça reste quelque part dans la tête des gens, les erreurs qu'on fait. Alors comment faire en sorte d'avoir sinon la certitude, tout au moins de se dire que là, vous avez compris exactement ce que l'enfant avait à dire, parce qu'on dit soit il faut pas prendre pour argent comptant tout ce que disent les enfants, et en même temps, il y en a d'autres qui disent les enfants ne font que mentir, etc. Comment vous faites pour faire la part des choses ? Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant déjà, donc forcément plus ils sont petits, plus c'est compliqué, parce qu'il va y avoir une part d'imaginaire et il va falloir essayer de trouver et là c'est l'expérience qui fait que... c'est la façon de poser les questions, la façon dont ils vont les raconter, tous les éléments qu'ils vont pouvoir donner, de savoir si ça correspond à ce que les parents nous ont dit ou à ce que l'école a pu dire, et puis les circonstances dans lesquelles ça a pu se produire. C'est un ensemble d'éléments qui permet de dire ces choses-là. Alors, il y a également, il n'y a pas que des enfants en protection de la famille, il y a des familles, des adultes, des couples. Et là, vous racontez l'histoire d'un couple en séparation, dont la femme va dire, confidence à une amie, je crois, au départ, que c'est une histoire de viol conjugal. Viol conjugal. Ils sont pas en séparation. Je croyais qu'ils étaient en instance de séparation. Non, ils sont pas en instance de séparation. C'est elle qui, un matin, arrive au commissariat et explique que ce qu'elle veut, c'est partir de chez elle avec son fils. D'accord. Qu'elle est dans une situation qui est devenue invivable et qu'elle est victime de... Alors, elle n'emploiera jamais le mot viol, mais que... son mari l'oblige à des pratiques sexuelles, exactement. En fait, dont elle ne peut pas s'échapper parce que c'est une contrainte, quoi. Exactement. Voilà. Bon, alors, mais cette femme va, surprend en tout cas, elle m'a surpris, moi, dans l'histoire telle que vous la racontez. C'est-à-dire que, d'un certain côté, elle se plaint, elle est violée, c'est pas bien, elle veut partir avec son fils, et puis d'un autre côté, elle ne veut pas. Alors comment on peut... Non, parce que vous, avec votre analyse, vous dites qu'elle a été violée. Oui. Elle le perçoit pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle aura beaucoup de mal, après toutes les auditions qu'on a fait avec elle, parce que je l'ai reçue quand même 3 ou 4 fois, elle n'arrivera jamais à arriver au-delà de... On a des divergences de pratiques sexuelles. Et dans tout ce qu'elle raconte, dans tous les détails qu'elle donne... Est-ce qu'elle dit ça par peur ou parce qu'elle aime cet homme, tout simplement ? Ah non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est que je pense que elle n'a pas franchi le pas dans sa tête de se dire
qu'elle est une victime de viol, d'autant plus de la part de celui avec lequel elle est depuis un certain nombre d'années. Oui. Donc je pense que c'est plus du ressort psychologique. Alors, et quand on est dans la contrainte ou quand on est dans l'emprise, ce qui pour moi était ce qui pour moi était le cas, mais ce qui est très difficile à mettre en évidence dans ce genre de procédure-là, forcément, elle le vivait pas comme étant du viol à proprement parler. Et comment elle se retrouve chez vous? Parce qu'elle va au commissariat. Parce qu'elle va au commissariat. De cette affaire, elle va au commissariat pour se plaindre. Mais parce qu'en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était être sûre qu'on n'allait pas lui enlever son fils si elle partait de chez elle, en fait. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est partir de chez elle. Elle veut pas rentrer dans une procédure qui est longue. Elle veut juste avoir l'assurance qu'elle gardera son enfant. Et donc quand nous effectivement on essaye de l'amener à lui faire prendre conscience de ce qu'elle a vécu, il y aura toujours le frein parce qu'elle veut pas rentrer dans une procédure parce que c'est long et parce que c'est difficile et que le plus important pour elle c'est juste de partir avec son enfant. Agnès Naudin, je vous remercie beaucoup. On ne peut pas aller plus loin là, mais je renvoie tout le monde évidemment à votre livre qui est vraiment passionnant. Affaires de famille, immersion au sein d'une brigade spéciale. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment. L'émission est maintenant officiellement terminée.